Bonjour et bienvenue dans notre studio ici à Gembloux au manoir du groupe Black Sheep Trails pour une 30e séquence IT Box et on va s'intéresser aujourd'hui au gRPC. Il s'agit d'un framework RPC, à savoir Remote Procedure Call, et on va en parler avec Damien Van de Kerkhove. Bonjour Damien. Bonjour Mathieu. Vous êtes informaticien chez Onirix du groupe Black Sheep Trails. Alors tout d'abord, c'est quoi ce fameux Remote Procedure Call? Alors Remote Procedure Call, en français appel de procédure distant, c'est quand une application tente d'accéder à un service d'une application qui se trouve sur une autre machine au sein d'un même réseau. Alors ce service, on peut appeler ça fonction ou sous-routine. D'accord. Et alors ça utilise le principe de client-serveur. Le client, c'est celui qui appelle le service et le client est en attente d'une réponse de manière synchrone du serveur. Et donc gRPC, si je vous suis bien, c'est une nouvelle manière de faire des appels de procédure distants? Alors c'est une évolution haute performante qui provient de Google et qui fait partie de l'écosystème Cloud Native Computing Foundation. Il se base sur le protocole HTTP2 qui permet en fait d'envoyer les données de manière binaire, compressée, ce qui permet en fait de diminuer la charge réseau. Alors aujourd'hui, on entend souvent parler d'IPA REST pour les appels client-serveur. Pouvez-vous nous rappeler ce que c'est IPA REST? Oui, bien sûr. Alors un API va utiliser le protocole HTTP classique et il va ainsi profiter des verbes HTTP. On a ainsi le GET qui permet de récupérer des données via une URL. Cette URL peut même contenir des filtres pour diminuer les données retournées. Et ces données sont retournées sérialisées en JSON ou en XML. Ensuite, on a le POST qui permet d'ajouter une entité qui elle-même sera sérialisée en JSON ou en XML. Le PUT qui permet de mettre à jour une entité, et un peu moins connu, le patch qui permet de mettre à jour une partie de l'entité. Et enfin, on a le delete qui permet de supprimer une entité sur le serveur. Et alors, à chaque appel, le serveur va retourner un status code qui va permettre de dire si la requête s'est bien passée. Dans ce cas-là, on aura un status code 200, 201 ou 202. Ou si ça s'est mal passé, par exemple, si on n'est pas authentifié et qu'on doit l'être, on va avoir un status code 401. Ou si c'est un plantage serveur, parce que ça peut arriver, on aura un status code 500. En gRPC, comment fonctionnent ces appels concrètement? Alors, gRPC va utiliser un langage de description de l'interface qui s'appelle protocol buffer. Bien souvent, vous allez entendre parler de protobuf. Alors, c'est un simple fichier qu'on peut lire qui va permettre de décrire un service. Dans ce service, on va y retrouver une ou plusieurs méthodes, et pour chaque méthode, on aura un message pour la requête et pour la réponse. Alors ici, on peut voir apparaître à l'écran un exemple, un service qui s'appelle Greeter, qui contient une méthode qui permet de faire say hello, dont la requête est de type hello request et la réponse de type hello response. Alors, si on regarde un exemple de message pour le hello request, à savoir que depuis la version Proto 3, toutes les propriétés sont par défaut optionnelles. Et donc, si on veut que le nom soit obligatoire, on doit rajouter le mot-clé required. Et ensuite, on peut voir, à côté de chaque propriété, on a un numéro. Ce dernier, il doit être unique et c'est celui qui va définir l'ordre dans lequel les données seront sérialisées. Ce fichier protobuf, il sera connu par le client et par le serveur et c'est une sorte de contrat qui sera utilisé pour les appels. Alors, est-ce qu'il existe des avantages d'utiliser gRPC par rapport à API REST? Alors, étant donné que le gRPC utilise le protocole HTTP2, il va permettre d'envoyer des données de manière binaire, mais aussi on pourra compresser ces données, ce qui fait qu'on peut avoir un gain au niveau taille 8 fois plus intéressant que les fichiers JSON classiques. Le deuxième avantage de gRPC et du protocole HTTP2, c'est qu'on peut faire des appels streaming unidirectionnels ou bidirectionnels. Alors au niveau unidirectionnel, on a le serveur streaming, et admettons qu'on souhaite récupérer une liste d'éléments à partir du serveur. Le serveur sait que cette liste d'éléments est assez conséquente. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va retourner plusieurs réponses avec une quantité limitée d'éléments. Et dans ce cas-là, la partie client peut déjà commencer à afficher les données, alors que le serveur n'a pas terminé ses réponses. Le streaming client, c'est l'inverse. Si le client veut rajouter, insérer plein d'éléments dans le serveur, il va envoyer des petits paquets plutôt qu'un gros fichier. En fait. Alors, donc là, on vient de voir les échanges unidirectionnels. Qu'en est-il des échanges bidirectionnels? Alors, dans ce cas-là, le client va envoyer plusieurs paquets, plusieurs requêtes, et le serveur va retourner plusieurs réponses. Alors, un exemple, je reprends l'exemple où on veut insérer une grande liste. Le client va envoyer plusieurs petits paquets
avec 3, 4, 5 éléments. D'accord. Et le serveur peut répondre, par exemple, à chaque fois qu'il a créé un élément dans sa base de données, il va renvoyer une réponse pour dire « Ok, je l'ai créé ». Il va faire le deuxième « Ok, je l'ai créé » et ainsi de suite. Et donc, on a vraiment un échange continu, bidirectionnel, entre le client et le serveur. Donc, autant remplacer tous les IP REST par des services gRPC, alors? Alors, gRPC a tout de même des désavantages par rapport à un API. Lesquels? Alors, le premier, c'est que, étant donné que les données sont échangées de manière binaire, oui. Elles ne peuvent pas être lues par un humain comme tout le monde peut lire un JSON. Et donc, s'il y a un souci dans les échanges en production, c'est beaucoup plus difficile de maintenir, de faire de la maintenance, de faire du débogage avec gRPC par rapport à un API REST classique. Okay. Alors, gRPC utilise HTTP2, je le répète encore une fois, mais l'HTTP2 n'est pas supporté par tous les navigateurs. Donc, si le client est un site web, il ne va pas pouvoir utiliser gRPC. Okay. Alors, il existe une librairie qui s'appelle gRPC Web qui va utiliser un genre de proxy pour simuler des appels gRPC, mais vous n'aurez pas toutes les fonctionnalités de gRPC. Voilà. Donc, pour un site web, je conseille actuellement d'encore utiliser un API REST. Par contre, pour une architecture orientée service, les échanges entre les services peuvent être faits avec gRPC pour gagner du temps au niveau des échanges. Ok. Alors, gRPC, ça provient de Google. Hein. Est-ce qu'on doit utiliser un langage de programmation propre à Google pour l'utiliser? On peut, mais pas obligatoire. Ok. Et alors, est-ce que vous pouvez nous donner des conseils à nous et aux développeurs qui souhaitent l'utiliser? Alors, au niveau langage, on peut utiliser toutes sortes de langages. On peut utiliser du PHP, ouais. du C#, du Java, du Go, du Python. Okay. Et je peux conseiller aux développeurs C# le livre Beginning with gRPC ouais. Avec ASP.NET Core 6 qui a été écrit par Anthony Giretti qui est un MVP. Ok, et ce livre, justement, pour le moment, on est juste à peu près à la sortie, on peut le précommander, c'est ça? On peut déjà le précommander sur Amazon, ouais. Mais je pense qu'il sera disponible plus ou moins en même temps que cette vidéo. Ok, merci beaucoup Damien Van de Kerkhove pour tous ces renseignements. Merci à vous de nous avoir suivis et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle IT Box que vous pourrez trouver sur tous nos réseaux sociaux mais aussi sur notre page YouTube Black Sheep Tribes Network. À bientôt, au revoir. Au revoir.